Un détail troublant apparaît dans plusieurs témoignages, les doubles semblent ne jamais parler. C'était une soirée d'été apparemment ordinaire, le 24 août 1990, dans la ville de Greifswald, une petite localité de la côte nord-est de l'Allemagne, à proximité de la mer Baltique. Le ciel était clair et sans nuages, et une douce brise soufflait sur les rues encore marquées par l'empreinte de l'ancienne Allemagne de l'Est. Quelques mois auparavant, le mur de Berlin était tombé, et l'Allemagne se préparait doucement à sa réunification. L'atmosphère était à la fois incertaine et pleine d'espoir. C'est dans ce climat de transition que l'un des événements les plus étranges jamais rapportés dans le ciel allemand allait se produire. Aux alentours de 20h30, plusieurs étudiants de l'université de Greifswald, rassemblés sur les pelouses du campus, repèrent d'étranges lumières stationnaires au-dessus de l'horizon. Au départ, ils pensent à des étoiles, peut-être même à des avions militaires. Mais très vite, la configuration des points lumineux attire leur attention. Ces lumières ne scintillent pas comme des étoiles. Elles sont rougeâtres, parfaitement rondes, et surtout, elles se déplacent ensemble, formant des motifs géométriques étonnamment précis dans le ciel. Par moments, elles s'alignent en ligne droite. Puis elles forment un cercle parfait. Ensuite, elles disparaissent avant de réapparaître ailleurs dans le ciel, sans bruit ni trace visible. En l'espace de quelques minutes, le phénomène devient visible depuis d'autres quartiers de la ville. Des familles entières sortent dans les rues. Des militaires de la base voisine observent également les lumières avec des jumelles. Plusieurs policiers sont appelés sur place, mais incapables d'agir ou de comprendre ce qu'ils voient, ils se contentent de regarder comme les autres. Un professeur de physique, Hans Keller, présent au moment de l'observation, décrira plus tard dans un journal scientifique local que les mouvements des objets n'étaient compatibles avec aucune forme de propulsion connue, qu'ils défiaient les lois de la mécanique classique, notamment en termes de changement de direction et d'arrêt instantané. Le phénomène dure plus d'une heure. Certaines vidéos, filmées avec des caméras VHS, montrent clairement 6 à 7 lumières stationnaires. Des témoins affirment que les objets semblaient jouer avec leur formation, s'approchant et s'éloignant les uns des autres comme s'ils communiquaient silencieusement. Il n'y a eu ni explosion, ni bourdonnement, ni manœuvre d'appareil connue. L'armée, interrogée le lendemain par la presse locale, répond qu'il s'agissait de fusées éclairantes utilisées dans un exercice militaire conjoint avec les forces soviétiques encore présentes sur le territoire. Pourtant, plusieurs experts militaires indépendants rejettent cette explication, soulignant que les fusées éclairantes ne peuvent pas rester parfaitement stationnaires pendant autant de temps, ni changer de configuration de manière coordonnée. De plus, aucune zone militaire d'exercice n'était censée être active à cet endroit ce jour-là. Certains habitants évoquent même un cover-up, une tentative de dissimulation orchestrée par les autorités à la veille de la réunification allemande. Des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles les autorités auraient récupéré des équipements sur un champ voisin après l'apparition. D'autres parlent d'interférences radio inhabituelles captées cette nuit-là par des radioamateurs. L'événement prend rapidement de l'ampleur dans la presse locale, puis nationale. Des chercheurs en ufologie commencent à parler d'un contact silencieux ou d'une manifestation intentionnelle. Mais faute de données officielles ou d'enquêtes ouvertes par les autorités, l'affaire est vite classée comme un phénomène aérien non identifié. Elle reste aujourd'hui l'un des cas les plus massivement observés d'Allemagne, avec plusieurs centaines de témoins directs, des enregistrements vidéo et des documents archivés par des chercheurs indépendants. 35 ans plus tard, l'affaire de Greifswald continue d'alimenter les débats entre sceptiques et passionnés. Ce soir-là, au-dessus d'une ville paisible du nord de l'Allemagne, quelque chose est apparu dans le ciel. Quelque chose qui n'a jamais été identifié, ni expliqué. Autrefois capitale de la Prusse orientale, Königsberg était une ville majestueuse, empreinte d'histoire, de culture et de mystère. Avec ses églises gothiques, ses fortifications massives, ses ponts enjambant le fleuve Progel et son célèbre château, elle rayonnait comme l'une des grandes villes intellectuelles d'Europe. Mais aujourd'hui, Königsberg n'existe plus sous ce nom. Elle s'appelle Kaliningrad, territoire russe enclavé entre la Pologne et la Lituanie, vestige soviétique d'un passé effacé.
C'est dans les ruines de l'ancienne Königsberg, après la Seconde Guerre mondiale, que naît l'une des légendes les plus étranges du XXe siècle, celle d'un fantôme errant, que des soldats soviétiques, des habitants russes et même des archéologues allemands affirment avoir vu ou ressenti à différentes époques. Tout commence en 1945, lors de la prise de la ville par l'armée rouge. Königsberg est presque entièrement détruite par les bombardements alliés, puis assiégée par les troupes soviétiques. Dans les semaines qui suivent la reddition allemande, plusieurs soldats soviétiques affectés au nettoyage des ruines du château rapportent des phénomènes inexplicables, des cris étouffés, des pas dans les couloirs effondrés, et surtout, la vision fugitive d'un homme en manteau noir apparaissant brièvement dans les ombres avant de disparaître sans laisser de traces. Certains pensent d'abord à un espion nazi survivant, mais aucune trace humaine n'est jamais retrouvée dans les zones supposées. Rapidement, la rumeur se répand parmi les troupes, le château est hanté. Au fil des années, d'autres récits viennent nourrir cette légende. Dans les années 1950, plusieurs ouvriers russes chargés de démolir les restes du château affirment avoir vu, à plusieurs reprises, une silhouette humaine debout sur les décombres, parfois même flottant légèrement au-dessus du sol, vêtue de ce que l'un d'eux décrit comme un manteau militaire prussien ancien. Une équipe de 3 hommes abandonne le chantier après avoir retrouvé leur matériel déplacé au petit matin, bien qu'ils aient dormi sur place. Ils refusent de retourner sur les lieux. Dans les années 1960, des étudiants russes, membres d'un groupe d'exploration historique, affirment avoir enregistré des bruits de pas réguliers dans une galerie souterraine supposément bouchée depuis 1945. Leurs lampes tombent en panne simultanément, et l'un d'eux jure avoir vu un visage pâle au fond du tunnel, yeux ouverts, mais figés, comme s'il attendait quelque chose. Les historiens allemands, de leur côté, pensent que le fantôme pourrait être celui du dernier commandant prussien de la forteresse, qui se serait donné la mort dans les sous-sols du château lorsque la ville est tombée. Son corps n'a jamais été retrouvé. D'autres évoquent des rituels occultes menés par les nazis dans les dernières semaines de la guerre, alors que certaines sections du château avaient été converties en bunkers et en salles d'archives pour des artefacts volés dans toute l'Europe. Mais les apparitions ne s'arrêtent pas avec les générations. En 1992, peu après la chute de l'URSS, un journaliste allemand est autorisé à visiter les ruines du château avec une petite équipe. Alors qu'ils explorent un escalier menant vers ce qu'il reste des caves, leur caméraman tombe, pris d'un étourdissement soudain, et affirme avoir vu un homme le fixer dans le noir, bien que la pièce soit vide. L'enregistrement est brouillé. On n'entend que des chuchotements faibles, indiscernables, qui semblent ne pas provenir des micros. Aujourd'hui, très peu de vestiges de Königsberg subsistent. Les ruines du château ont été presque entièrement rasées. Mais selon certains habitants de Kaliningrad, l'histoire refuse de mourir. Certains disent encore voir des ombres marcher sur les anciens remparts la nuit, ou sentir un regard lourd et invisible dans certains quartiers construits sur les fondations de l'ancienne ville. Un vieil habitant raconte qu'il a vu, en 2004, un homme vêtu à l'ancienne, debout au milieu d'un rond-point, observant la rue comme s'il ne la reconnaissait pas. Lorsqu'il s'est approché, l'homme avait disparu. L'année 1989 fut un moment de bouleversement historique pour l'Allemagne. Tandis que les murs idéologiques commençaient à s'effondrer, dans le silence de la forêt de Görde, en Bas-Saxe, un tueur rôdait, insaisissable et invisible. Ce n'est pas une simple affaire criminelle. Ce sont les circonstances, la brutalité et surtout l'étrangeté du déroulement des faits qui ont transformé cette série de meurtres en l'un des plus grands mystères non résolus du pays. Tout commence en juin 1989, au cœur de la forêt domaniale de Görde, un vaste territoire boisé de plus de 75 km², dense, ancien, traversé par des sentiers peu fréquentés. C'est là que 2 cadavres sont retrouvés, en partie décomposés, sous les feuilles épaisses. Il s'agit d'un couple de retraités, Ursula et Peter Reynolds, disparus depuis plusieurs jours après être partis faire une promenade en voiture. Leur véhicule est retrouvé abandonné non loin de là. Les corps présentent des signes de strangulation et de coups violents. Il n'y a aucun témoin, aucune piste évidente. La police ouvre une enquête discrète, pensant à un crime isolé. Mais à peine un mois plus tard, en juillet, un autre couple est retrouvé dans des conditions similaires. Ingrid Warmbier et Bernd Michael Köpping, tous deux disparus après une excursion en forêt,
sont retrouvés morts à seulement quelques centaines de mètres de l'endroit où les Reynolds ont été tués. Même mode opératoire, même blessure. Cette fois, la police comprend qu'elle a affaire à un tueur en série. La presse s'empare de l'affaire. On commence à parler du tueur de Gurd. Les habitants de la région sont terrifiés. Certains évitent complètement la forêt, même en plein jour. Des battues sont organisées, des barrages filtrants mis en place, mais sans succès. Aucune piste ne mène à un suspect. L'enquête piétine, malgré les moyens mis en œuvre. Les enquêteurs reçoivent des lettres anonymes, certains messages étranges, et même des indices qui semblent avoir été placés délibérément, comme si le tueur jouait avec eux. À une occasion, des vêtements appartenant aux victimes sont retrouvés soigneusement pliés dans un arbre. Aucun ADN identifiable, aucune empreinte. Puis soudainement, tout s'arrête. Plus de meurtres, plus d'apparitions, plus d'indices. Comme s'il n'avait jamais existé. L'homme de Gurd disparaît sans laisser de traces. Le silence retombe sur la forêt, mais la peur, elle, demeure. Des théories commencent à naître. Certains pensent à un ancien militaire ou un agent des services secrets de l'Allemagne de l'Est, profitant de la confusion de l'époque pour opérer dans l'ombre. D'autres évoquent un culte ou une secte opérant dans les bois. Une rumeur étrange raconte qu'une cabane abandonnée, située dans une zone reculée de la forêt, aurait été utilisée pour des rituels sanglants, mais les autorités n'ont jamais confirmé cette information. Pendant plus de 20 ans, l'affaire reste classée. Jusqu'en 2017, lorsque de nouvelles analyses ADN permettent d'identifier un homme, Kurt Werner Wichmann, un ancien criminel sexuel qui vivait à quelques kilomètres de la forêt dans les années 1980. Mais le suspect s'est suicidé en 1993, bien avant que les enquêteurs n'aient pu l'interroger. À son domicile, la police découvre une pièce secrète, verrouillée de l'extérieur, contenant des menottes, des cordes et des armes. Des photos anciennes montrent des lieux ressemblant aux scènes de crime. Pourtant, malgré tous ces éléments, rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'il était bien le tueur. Il est resté dans l'ombre, comme un fantôme. Ce qui rend l'affaire encore plus étrange, ce sont les nombreux détails non résolus, les dates choisies, la proximité exacte entre les lieux des meurtres, le comportement organisé et méthodique du tueur, et le fait qu'aucun témoin n'ait jamais vu quoi que ce soit de suspect dans une forêt pourtant très fréquentée en été. Le lac Edersee, ou Ederstosee, est un immense lac artificiel situé dans l'état de Hesse, au centre de l'Allemagne. Construit au début du XXe siècle à la suite de la mise en service du barrage d'Eder, il couvre plus de 11 km² et serpente entre forêts, collines et vallées encaissées. En surface, c'est un lieu prisé pour la pêche, le canoë, la randonnée. Mais sous ces eaux paisibles, un mystère ancien semble dormir, ou peut-être veiller. Depuis des générations, les habitants des villages riverains murmurent l'existence d'un être étrange vivant dans les profondeurs du lac. Ce n'est pas un monstre de conte pour enfants. Il s'agit de témoignages bien réels, rapportés par des pêcheurs, des plongeurs, des gardiens du barrage. Et toujours avec les mêmes descriptions, une forme sombre, silencieuse, plus longue qu'un bateau de plaisance, avec des yeux brillants et un mouvement ondulatoire jamais vu chez les espèces connues. Les premiers témoignages remontent à 1914, peu après l'achèvement du barrage. Un ouvrier affecté à la maintenance du tunnel d'évacuation affirme avoir vu, à travers une trappe d'inspection, quelque chose de vivant nager à contre-courant, dans une section normalement inaccessible aux poissons. L'homme parle d'une peau sombre, presque noire, et d'un œil unique qu'il aurait observé brièvement. Il quitte son poste 2 semaines plus tard, sans jamais revenir. En 1943, durant la Seconde Guerre mondiale, un événement tragique frappe le lac, le barrage d'Eder est bombardé par les Britanniques lors de l'opération Chastise. Une vague géante déferle, détruisant des villages entiers. Plusieurs corps ne sont jamais retrouvés. Après cet épisode, certains survivants affirment que, dans les semaines suivantes, alors que les eaux redescendaient, des pêcheurs auraient vu des créatures mortes ou mourantes flotter à la surface, des formes semblables à de longs serpents, avec des nageoires dorsales non identifiées. Les autorités militaires classent les rapports. Aucune preuve ne subsiste. Mais le mystère persiste.
Dans les années 1970, un biologiste amateur menant des relevés dans la zone lacustre affirme avoir enregistré des échos sonars anormaux, bien trop grands pour des poissons, sans jamais parvenir à identifier leur origine. Il parle d'un objet mouvant de 6 à 8 mètres de long, se déplaçant lentement à 30 mètres de profondeur. Un plongeur local, Dieter Haussmann, prétend avoir vu une silhouette énorme passer sous lui lors d'une plongée exploratoire. Il n'a jamais plongé dans le lac à nouveau. Dans les années 2000, le mystère prend un tournant plus étrange encore. En période de sécheresse, le niveau du lac baisse considérablement, révélant les ruines englouties du village de Berich, submergé lors de la création du barrage. Plusieurs promeneurs rapportent avoir vu, à proximité de ces ruines, des traces profondes dans la vase, semblables à des sillons laissés par un corps lourd et allongé. Aucun animal connu de la région ne peut produire de telles marques. Certains évoquent la théorie d'un animal inconnu, un reliquat préhistorique, un mutant, ou une espèce isolée ayant évolué dans les profondeurs sombres du lac. D'autres, plus ésotériques, suggèrent une entité ancienne, réveillée à chaque fois que le lac est perturbé, par la guerre, les sécheresses, ou la surexploitation humaine. Les autorités locales, interrogées à plusieurs reprises, réfutent toute idée de « créature » évoquant des phénomènes naturels, des hallucinations, ou des confusions avec des silures géants. Pourtant, les plongeurs de la région se font rares, et certains pêcheurs refusent catégoriquement de sortir seuls la nuit sur le lac. En 2017, une vidéo postée anonymement sur un forum allemand montre une forme noire ondulée sous la surface, suivie de remous circulaires. Les images sont de mauvaise qualité. Mais pour ceux qui connaissent les récits, elles ne font que raviver les anciens murmures. Lars Joachim Mittank était un jeune homme allemand sans histoire. Âgé de 28 ans, il vivait à Berlin et travaillait comme technicien dans une centrale électrique. En juillet 2014, il décide de partir en vacances avec des amis à Varna, une ville balnéaire de Bulgarie très prisée des jeunes touristes européens. Ce devait être une simple semaine de détente au bord de la mer Noire, entre baignades, soirées et soleil. Rien ne laissait présager que ce voyage deviendrait l'un des plus grands mystères de disparition de la dernière décennie. Pendant les premiers jours du séjour, tout se passe bien. Lars s'amuse, mange dans les restaurants locaux, et profite de l'ambiance estivale. Mais le 6 juillet, lors d'une soirée dans un bar, une altercation éclate entre Lars et plusieurs autres hommes. Certains témoins affirment qu'il s'agissait de fans de football bulgare, d'autres parlent d'une dispute à propos d'un match. Ce qui est certain, c'est que Lars reçoit un coup au niveau de l'oreille gauche. Le lendemain, il consulte un médecin qui lui diagnostique une rupture du tympan. Le médecin lui prescrit un antibiotique, le Cefzil, et lui interdit de prendre l'avion pour le moment à cause de la pression atmosphérique qui pourrait aggraver la blessure. Ses amis doivent repartir sans lui. Lars reste seul à Varna et réserve une chambre dans un petit hôtel près de l'aéroport, le Kohler Hotel. C'est à partir de ce moment que son comportement change de manière inquiétante. Il envoie un message à sa mère, lui disant qu'il se sent en danger et lui demandant de bloquer sa carte bancaire. Il affirme que des hommes le suivent, et qu'il ne peut pas rester au même endroit. La réceptionniste de l'hôtel rapportera plus tard que Lars semblait paranoïaque et inquiet, qu'il allait et venait sans cesse dans le hall, observant les gens autour de lui comme s'il cherchait à échapper à une menace invisible. Le lendemain matin, le 8 juillet 2014, Lars se rend à l'aéroport de Varna. Il est filmé par les caméras de vidéosurveillance. Au début, il semble calme. Il entre dans le cabinet médical de l'aéroport pour un contrôle de routine avant de monter dans l'avion. Mais quelques minutes plus tard, sans aucune explication, il se lève brusquement, abandonne ses affaires, et s'enfuit en courant à travers le terminal. Ce que montrent les caméras est déroutant. Lars quitte le bâtiment de l'aéroport en courant à toute vitesse. Il traverse le parking, escalade une clôture de 2 mètres de haut, disparaît dans une zone boisée à proximité. Il n'est plus jamais revu. La police bulgare, aidée par Interpol et les autorités allemandes, mène des recherches intensives dans les jours qui suivent. Des drones, des chiens et des hélicoptères sont mobilisés. Mais il n'y a aucune trace, aucun indice, aucune apparition. Son téléphone est resté à l'hôtel.
ses bagages sont restés à l'aéroport. Son passeport aussi. Il a littéralement disparu dans la nature. Sa mère, Sandra Mittank, lance un appel international et participe à plusieurs émissions télévisées en Allemagne pour relancer l'enquête. L'histoire de Lars fait le tour du monde. Des théories émergent rapidement, allant de la crise psychotique déclenchée par le médicament à une attaque de panique causée par un traumatisme inconnu. Certains pensent qu'il aurait pu être victime d'un réseau criminel opérant près de l'aéroport. D'autres évoquent une opération secrète, un enlèvement ciblé, voire un trouble mental soudain et violent. Un an plus tard, un routier affirme l'avoir vu en Roumanie. Une autre personne pense l'avoir croisé dans un monastère bulgare. Des signalements arrivent du Canada, de Pologne, même du Népal. Mais aucune piste ne mène à une confirmation formelle. Lars reste introuvable. Ce qui choque encore aujourd'hui, c'est la violence de son comportement soudain à l'aéroport, la fuite désespérée sans raison visible, et l'absence totale de toute trace depuis cette date. Aucun mouvement bancaire, aucun appel, aucun signal de localisation. Il s'est volatilisé. Plusieurs années plus tard, son nom est toujours inscrit sur les listes de disparus d'Interpol. La vidéo de sa fuite continue d'être étudiée par les enquêteurs, les psychologues, et même les passionnés de mystère. On le voit courir à travers le hall, le regard paniqué, comme s'il fuyait une présence que personne d'autre ne pouvait voir. Dans l'état de Hesse, au centre de l'Allemagne, serpente une route nationale tranquille et peu connue, la Bundesstraße 325, ou B325. Elle traverse des villages, des forêts épaisses et des plateaux agricoles, reliant plusieurs petites localités à travers la campagne allemande. Elle ne paie pas de mine. Pourtant, depuis plusieurs décennies, cette route fait parler d'elle, non pas pour son trafic ou ses accidents, mais pour un phénomène étrange que vivent certains de ceux qui l'empruntent, des distorsions temporelles. Les premiers signalements apparaissent dans les années 1970, d'abord sous forme de récits oraux. Des conducteurs affirment que leur trajet a duré moins longtemps que prévu, de manière inexplicable. Un homme raconte qu'il avait quitté Bad Westen pour rejoindre Borken, un trajet normalement estimé à 22 minutes, et qu'il est arrivé en moins de 10 minutes, sans avoir roulé vite, sans feu vert en continu, et sans aucun souvenir d'avoir dépassé certains villages. Dans les années 1980, plusieurs témoignages similaires sont enregistrés par un agent des douanes à la retraite, passionné par les récits étranges. Ce dernier compile une trentaine de cas en 5 ans, des automobilistes ayant perdu ou gagné du temps, parfois de plusieurs dizaines de minutes, sans explication technique ni erreur de parcours. Beaucoup d'entre eux disent avoir vécu un moment d'absence, comme un trou dans la conscience, ou un état de concentration intense suivi d'une confusion floue. Certains évoquent même un changement subtil de lumière. L'environnement devient gris et immobile, les arbres semblent figés, les autres véhicules absents, comme si la route entière était devenue un espace hors du monde. Quelques personnes affirment que leur montre s'était arrêtée ou affichait un horaire erroné à la fin du trajet. En 1997, un cas particulièrement déroutant est rapporté par un couple de retraités. Partis de Fritzlar pour visiter leur fille à Kirchberg, ils empruntent la B325 sous un ciel couvert. En chemin, ils traversent un brouillard soudain, très dense, qui ne figurait sur aucun bulletin météo. Leur voiture ralentit. Le silence est total, presque oppressant. Lorsqu'ils sortent enfin du brouillard, ils se retrouvent à l'entrée de Kirchberg, avec plus de 45 minutes d'avance sur leur horaire habituel. Le plus étrange, raconte-t-il, est que la voiture n'avait consommé que la moitié du carburant prévu pour un tel trajet. Alerté par l'augmentation des récits, une étude non officielle est menée au début des années 2000 par un groupe de passionnés de phénomènes anormaux. Ils parcourent la route à plusieurs reprises, à différentes heures et conditions météo. Aucun incident ne se produit durant leur test. Mais ils identifient une portion précise de la B325, longue d'environ 7 km, entre deux petits bois, où la majorité des témoignages se concentrent. Ils la surnomment le couloir de temps perdu. Depuis, des dizaines de personnes ont affirmé y avoir vécu des expériences similaires, un trajet trop court, une mémoire floue du passage, des appareils électroniques qui se réinitialisent sans raison, ou même des rêves très vifs survenus dans les jours qui suivent,
tous étrangement liés à la route ou à des souvenirs d'enfance. Certains chercheurs ont comparé la zone à d'autres anomalies géographiques, comme le triangle de Bennington ou certaines routes britanniques connues pour leur saut temporel. Officiellement, les autorités n'ont jamais reconnu l'existence d'un quelconque phénomène. Les services de la voirie affirment qu'aucun champ électromagnétique inhabituel n'a été détecté. Aucun réseau militaire ou installation technique ne se trouve à proximité. Et pourtant, le phénomène continue. Encore aujourd'hui, des conducteurs signalent avoir perdu du temps ou senti quelque chose d'étrange sur ce segment de route. Des chauffeurs-livreurs habitués à ce trajet disent parfois que les distances ne leur semblent jamais constantes. D'autres affirment simplement ne plus vouloir passer par là, sans pouvoir l'expliquer clairement. La baie 325 reste ouverte à la circulation. Rien ne l'indique. Aucun panneau ne prévient les automobilistes qu'ils pourraient entrer, même brièvement, dans une zone où le temps semble se plier à d'autres lois. En octobre 2013, les habitants de Karlsruhe, une ville paisible du sud-ouest de l'Allemagne, commencent à entendre quelque chose d'inattendu. Des bruits sourds, puissants, métalliques, semblables à des grondements ou à des coups de tonnerre déformés, résonnent dans le ciel. Mais il ne pleut pas, il ne fait pas mauvais temps, et aucun chantier ni avion n'est censé produire un tel vacarme. Le premier signalement provient du quartier de Durlach. Une habitante raconte avoir été réveillée en pleine nuit par un bourdonnement lointain, suivi d'un son de métal froissé, comme si deux plaques d'acier gigantesques se heurtaient au-dessus de sa maison. Elle sort sur son balcon, regarde le ciel, mais il est parfaitement noir et immobile. Pas de lumière, pas de mouvement. Juste ce bruit étrange, cyclique, résonnant dans l'air sans source visible. Les jours suivants, d'autres signalements affluent. À chaque fois, les descriptions sont similaires. Un son étrange venu du ciel, grave, vibrant, presque mécanique. Certaines personnes disent que cela ressemble à une corne de brume géante. D'autres parlent d'un bruit de trompette ou de machine massive en train de démarrer. Le phénomène ne se limite pas à Karlsruhe. Des villes voisines comme Ettlingen, Bruxelles et même jusqu'à Stuttgart rapportent des sons similaires au cours de la même période. Les autorités sont alertées. La police reçoit des dizaines d'appels. Les médias locaux couvrent l'événement. Une radio diffuse un enregistrement amateur où l'on peut entendre un bruit sourd qui semble venir de partout à la fois. Les théories commencent à se multiplier. L'aéroport de Karlsruhe-Baden dément toute activité inhabituelle. L'armée affirme n'avoir mené aucun exercice. Les services de météorologie allemands, interrogés, ne trouvent aucune explication atmosphérique au phénomène. Certains scientifiques évoquent un phénomène acoustique naturel peu connu appelé skyquake ou bruit du ciel, un genre de tonnerre sec causé par des déplacements rapides de masse d'air ou des ruptures dans la haute atmosphère. Mais dans le cas de Karlsruhe, les conditions météorologiques étaient stables, sans aucun indice d'activité sismique ou orageuse. Très vite, Internet s'empare de l'affaire. Des vidéos apparaissent sur YouTube, montrant les rues de Karlsruhe désertes, avec en fond sonore ce bourdonnement étrange, presque apocalyptique. Certains évoquent des expériences militaires secrètes. D'autres parlent d'essais d'ondes sonores à basse fréquence. Les plus ésotériques y voient un signe de l'ouverture d'un portail ou même des sons liés à une présence extraterrestre. Ce phénomène n'était pas unique à l'Allemagne. Des sons semblables avaient déjà été enregistrés dans d'autres parties du monde, au Canada, en Ukraine, aux États-Unis. On parle du hum, le bourdonnement global, que certains entendent et d'autres non. À Karlsruhe, en 2013, ces sons semblaient audibles pour tout le monde, ce qui les rendait d'autant plus perturbants. Ce qui rend l'affaire encore plus étrange, c'est sa soudaineté. Les bruits ont été entendus pendant plusieurs jours, à des heures différentes, puis plus rien. Le silence est revenu aussi brusquement qu'il avait disparu. Aucun responsable officiel n'a pu expliquer avec certitude l'origine de ces sons. Aucun enregistrement professionnel n'a permis de les analyser scientifiquement de manière concluante. Depuis, les habitants qui ont vécu cette expérience en parlent comme d'un moment presque irréel. Certains disent que cela a provoqué en eux une anxiété profonde, une sensation de fin du monde imminente.
D'autres avouent qu'ils n'avaient jamais rien entendu d'aussi étrange, que le son semblait parler à quelque chose de primitif en eux, comme un avertissement venu d'ailleurs. Karlsruhe n'a plus connu de phénomène similaire depuis. Mais ceux qui ont entendu les sons de 2013 ne les ont jamais oubliés. Parmi les mystères les plus troublants du XIXe siècle en Allemagne, il en est un dont la simple évocation glace encore certains historiens locaux, la disparition de toute une classe d'enfants à Stralsund, une ville portuaire du nord de l'Allemagne, sur les rives de la mer Baltique. Ce drame, inscrit dans quelques archives municipales et transmis oralement dans la région, ne figure dans aucun manuel scolaire. Pourtant, les événements rapportés en 1876 sont si anormaux, si inexplicables, qu'ils restent aujourd'hui enveloppés de silence et de spéculation. Tout commence un matin de mai 1876, dans une école protestante située à l'écart de la ville, non loin des marais et des dunes. Une institutrice du nom de Frau Magdalena Kramer organise une excursion scolaire avec ses élèves. La classe est composée de 21 enfants, âgés de 9 à 11 ans. Ils doivent se rendre à pied jusqu'à une clairière située à environ 4 km de l'école, où ils ont prévu de pique-niquer et d'observer des plantes pour une leçon de sciences naturelles. Le groupe quitte l'école vers 9 heures. Il est vu par plusieurs témoins en chemin, notamment un boulanger qui les croise sur la route de l'Est, et un vieux pêcheur qui les aperçoit marchant en file indienne au bord d'un sentier sablonneux. Mais ils ne reviendront jamais. À 14 heures, l'école s'inquiète de leur retard. À 16 heures, des parents commencent à alerter la police locale. Des patrouilles sont envoyées sur les chemins forestiers et dans les marais. Aucune trace. Pas un seul cri entendu, pas un objet abandonné, aucune empreinte fraîche au-delà du point où ils ont été vus pour la dernière fois. Les recherches durent plusieurs semaines, impliquant des soldats, des pêcheurs, des chasseurs, des chiens pisteurs. On fouille les bois, les rivières, les habitations alentours. Mais pas un seul corps, pas un seul vêtement, pas même un soulier n'est retrouvé. Seul un détail reste gravé dans les rapports, une tache circulaire d'herbe roussie, découverte dans la clairière supposée être leur destination. Un cercle de plus de 6 mètres de diamètre, parfaitement rond, dans lequel la végétation semble avoir été brûlée ou décomposée en une seule nuit. Aucun feu n'a été allumé. Aucun orage ne s'est produit. Les scientifiques de l'époque ne parviennent pas à expliquer ce phénomène. Les semaines passent. La ville entre dans une période de deuil. Certains habitants accusent les communautés voisines. Des rumeurs de rituels païens, de loups, voire de brigands sont évoquées. Mais aucune piste ne tient. En 1879, soit 3 ans plus tard, un garde forestier affirme avoir vu, à l'aube, 3 enfants en vêtements anciens près d'une vieille grange, regardant fixement les champs sans bouger. Lorsqu'ils s'en approchent, les enfants disparaissent derrière les arbres, et ne laissent aucune trace. L'homme est pris pour un fou et transféré peu après dans une autre région. Des décennies plus tard, à la fin des années 1920, un chercheur en folklore local retrouve un journal personnel attribué à Frau Kramer, l'institutrice disparue. Le carnet est en mauvais état, partiellement brûlé. Mais un passage, à peine lisible, intrigue. Ils ont disparu dans le silence. Il y a eu une lumière, comme un soleil qui ne chauffe pas. J'ai entendu leur voix après qu'ils ne soient plus là. Ces mots, énigmatiques, sont les seuls écrits laissés par quelqu'un qui était supposé avoir disparu ce jour-là. Le dossier a été rouvert à 2 reprises au XXe siècle, mais sans résultat. Aujourd'hui, il est considéré comme une affaire classée, mais non élucidée. Certaines zones autour de Stralsund sont encore évitées par les habitants les plus âgés, en particulier la vieille clairière. On raconte qu'en certains soirs brumeux de mai, on peut y entendre des rires d'enfants lointains, suivis d'un silence soudain. Ceux qui s'y sont aventurés rapportent parfois avoir eu des sensations étranges, perte de repères, montre qui s'arrête, impression d'être observé. Et la question demeure, depuis près de 150 ans. Comment 21 enfants et leur institutrice ont-ils pu disparaître sans laisser la moindre trace, en plein jour, dans une région paisible, et ne jamais réapparaître ? Au cœur de Berlin, dissimulée entre les lignes modernes du métro et les souvenirs de la guerre, se trouve une station au passé étrange, Klosterstrasse,
l'une des plus anciennes stations du réseau berlinois, située dans le quartier de Mitte. Si vous demandez aux anciens travailleurs du métro ou aux quelques passionnés d'urbex qui s'y sont aventurés de nuit, ils vous parleront peut-être d'un fantôme qu'on murmure dans les souterrains depuis près d'un siècle. Un moine. Mais pas n'importe quel moine. Un moine sans tête. La première apparition aurait eu lieu dans les années 1930. À l'époque, la station était presque toujours vide après minuit. Un agent d'entretien nommé Friedrich Müller affirma avoir vu une silhouette encapuchonnée traverser le quai lentement, comme en lévitation. Pensant à un rôdeur, il se précipita vers elle avec sa lampe torche. Mais en approchant, il réalisa que la silhouette n'avait pas de tête. La capuche pendait dans le vide. Pris de panique, il s'enfuit et ne retourna jamais travailler dans cette station. Son témoignage fut archivé, mais classé sans suite par les autorités de l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, des rumeurs reprirent. Des ouvriers chargés de réparer des conduites souterraines dans les tunnels proches de Klosterstrasse affirmèrent avoir entendu des chants grégoriens résonner dans les murs, alors qu'aucune source sonore ne pouvait les expliquer. D'autres disaient avoir vu une lumière vacillante, comme une lanterne médiévale, flotter dans les galeries, avant de disparaître dans un souffle glacé. La légende se rattache à l'histoire profonde du quartier. Avant que le métro n'existe, au Moyen Âge, se trouvait ici un ancien monastère franciscain. Il fut détruit partiellement au XVIe siècle pendant la Réforme, puis ses ruines furent progressivement oubliées sous les couches de modernisation. Mais selon certains documents anciens, un moine y aurait été exécuté pour trahison religieuse. Il aurait tenté de conserver des manuscrits interdits, et selon la rumeur, il aurait été décapité dans les sous-sols du monastère, aujourd'hui englobé dans les fondations de la ville moderne. À la fin des années 1980, un conducteur de métro raconta avoir vu, sur une caméra de surveillance, une silhouette encapuchonnée debout seule au bout du quai. Il s'agissait d'un train sans passagers, à l'horaire de fermeture. Il envoya un agent sur place, mais il ne trouva personne. En regardant à nouveau l'enregistrement, la silhouette n'était plus là. Mais un détail étrange l'avait frappé, l'ombre projetée sur le mur derrière la silhouette semblait bouger légèrement, comme si elle respirait. Des photographies prises par des touristes montrent parfois une forme sombre apparaissant dans les reflets des vitraux entre les piliers de la station, toujours floue, jamais identifiable. Certains pensent à une légende urbaine entretenue par les habitants. Mais d'autres, plus superstitieux, refusent catégoriquement de rester dans cette station après la tombée de la nuit. En 2012, un passionné de paranormal a tenté de passer une nuit entière dans la station avec des capteurs infrarouges et des micros directionnels. Il a affirmé avoir capté des sons étranges, un souffle lourd, des pas dans les couloirs et un bruit métallique comme une cloche d'église. À un moment donné, ces appareils se sont éteints simultanément sans raison technique identifiable. Quelques heures plus tard, son téléphone s'est rallumé avec une vidéo qui n'avait pas été enregistrée consciemment. On y voit une forme noire se déplacer lentement derrière un pilier, sans tête visible, puis s'évanouir dans l'obscurité. Officiellement, la compagnie berlinoise de transport nie l'existence de tout phénomène surnaturel. Mais certains agents admettent en privé qu'ils évitent la station lorsque leurs horaires les y obligent tard dans la nuit. Au cœur de la Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de l'Allemagne, se trouve la base aérienne de Büchel, un site militaire actif et discret, utilisé conjointement par la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande et les forces de l'OTAN. Ce lieu stratégique est connu pour héberger, selon plusieurs rapports non confirmés, des armes nucléaires américaines stockées en Allemagne dans le cadre du programme de dissuasion nucléaire de l'Alliance. Mais pour ceux qui s'intéressent aux phénomènes aériens non identifiés, Büchel est aussi le théâtre d'un des incidents les plus énigmatiques jamais enregistrés dans l'espace aérien allemand. Le 12 juillet 1976, aux alentours de 3h15 du matin, plusieurs radars militaires de la base détectent un objet volant stationnaire, parfaitement immobile, à une altitude d'environ 1800 mètres au-dessus du site. L'objet ne correspond à aucun profil d'aéronef connu. Il ne répond à aucun signal radio, n'émet aucun bruit moteur, ne montre aucune signature thermique, et surtout, il reste totalement stationnaire dans des conditions de vent où cela est normalement impossible pour un appareil volant.
L'armée envoie immédiatement un chasseur-bombardier Phantom 2 pour intercepter ou au moins identifier l'objet. Le pilote, un vétéran de l'aviation de chasse, racontera plus tard sous couvert d'anonymat que l'objet n'était visible ni à l'œil nu, ni au radar de bord, mais seulement depuis les installations au sol. Lorsqu'il s'approche de la zone où l'objet est censé se trouver, ses instruments se mettent à dysfonctionner un à un. Le système de navigation devient instable, l'altimètre donne des lectures incohérentes, et la radio entre en brouillage total. Au même moment, les techniciens au sol observent une lumière blanche pulsante apparaître brièvement dans le ciel. Puis, dans un silence absolu, l'objet accélère de 0 à plus de 4000 km/h en quelques secondes selon les radars, et disparaît en direction du nord-ouest. Un phénomène jugé aérodynamiquement impossible par les spécialistes de l'époque. L'événement est classé immédiatement top secret. Un rapport interne est envoyé à l'OTAN et au commandement américain en Europe. Selon des fuites publiées des années plus tard dans un journal régional, l'objet a été décrit comme une anomalie aérienne non conventionnelle à comportement intelligent. D'après certaines sources non officielles, l'incident aurait même déclenché brièvement une alerte de niveau 2, une procédure rare réservée au cas d'intrusion suspecte dans une zone contenant des têtes nucléaires. Les autorités militaires nient officiellement l'incident. Lorsqu'un journaliste local tente d'enquêter en 1981, on lui répond qu'aucun événement aérien particulier n'a été enregistré à cette date. Pourtant, des documents partiellement déclassifiés en 2002 par un ancien membre du Bundestag passionné par les ovnis montrent que plusieurs incidents similaires se sont produits entre 1974 et 1980, tous dans un rayon de 100 km autour de Büchel. Parmi eux, un autre cas de 1978 mentionne la présence de plusieurs sphères lumineuses rouges vues par des gardes au sol, qui ont rapporté une sensation de chaleur intense, suivie de pannes électriques simultanées sur la base. Les sphères ont disparu sans laisser de traces. Depuis, les chercheurs indépendants surnomment ces incidents le dossier UFO Büchel, une série de manifestations aériennes étranges au-dessus d'un site ultra-sensible. Certains ufologues avancent l'hypothèse que ces objets surveillaient la présence d'armes nucléaires, une théorie reprise dans d'autres cas similaires signalés près de bases américaines, russes ou britanniques dans les années 70. En 2019, un ex-pilote de l'armée de l'air allemande a déclaré anonymement à un magazine spécialisé que le cas de 1976 reste dans tous les dossiers d'entraînement comme l'incident le plus anormal jamais enregistré dans l'espace aérien national. À ce jour, aucune explication officielle n'a été donnée, et les autorités continuent de nier l'existence d'un tel événement. Pourtant, ceux qui ont consulté le dossier disent qu'il est plus complet que bien des cas civils. Cartes radar, témoignages, rapports techniques, données météo. Tout indique que quelque chose d'inconnu a volé au-dessus de Büchel cette nuit-là. La forêt noire, ou Schwarzwald en allemand, est un lieu à part. C'est une région dense, ancienne, chargée de mythes et de mystères, qui s'étend sur plus de 6000 km² dans le sud-ouest de l'Allemagne. Connue pour ses villages pittoresques, ses sapins immenses, ses légendes de sorcières et d'êtres féeriques, elle a toujours nourri l'imaginaire populaire. Mais depuis plusieurs décennies, ce ne sont pas des contes de fées que certains habitants rapportent, mais des phénomènes aériens étranges qui défient toute explication. Les premières observations modernes remontent aux années 1970. Des promeneurs, des chasseurs, des randonneurs commencent à rapporter des lumières mouvantes dans le ciel nocturne. Ces lumières ne ressemblent ni à des avions ni à des étoiles. Elles changent de direction instantanément, accélèrent à des vitesses vertigineuses, puis disparaissent sans bruit. Certaines nuits, plusieurs témoins répartis sur des kilomètres disent avoir vu les mêmes mouvements lumineux à la même heure. En 1981, dans les environs de Triberg, un garde forestier expérimenté du nom de Martin Schreiber rapporte avoir vu 3 sphères lumineuses planer au-dessus des arbres. Il les observe à travers ses jumelles. Les objets ne produisent aucun son. Ils restent parfaitement stationnaires, puis s'éloignent en une fraction de seconde dans des directions opposées. Le garde affirme n'avoir jamais vu de technologie humaine capable de tels mouvements. Son rapport est transmis à la police locale, qui ouvre une enquête sans suite. D'autres témoignages émergent au fil des années. En 1993, un couple de campeurs affirme avoir été réveillé en pleine nuit par une lumière intense,
blanches et froides, qui inondent leur tente. Lorsqu'ils sortent, ils aperçoivent un disque métallique planant à basse altitude au-dessus d'une clairière. Pris de panique, ils tentent de s'éloigner, mais leur montre indique ensuite qu'ils ont perdu près d'une heure sans s'en souvenir. Ce cas de temps manquant est étudié plus tard par un ufologue suisse, qui le considère comme l'un des plus troublants de la région. Dans les années 2000, une vague d'observations touche le secteur de Freudenstadt et du lac Mummelsee. Plusieurs habitants décrivent des traînées de feu silencieuses traversant le ciel en zigzag. Une vidéo, diffusée en 2005 sur une chaîne régionale, montre une lumière sphérique planant au-dessus des arbres, changeant de couleur du blanc au rouge puis au bleu, avant de disparaître sans laisser de traces. L'authenticité de la vidéo est débattue, mais elle alimente l'idée que quelque chose de non identifié rôde dans les cieux de la forêt noire. Plusieurs chercheurs indépendants, dont certains anciens membres de la Luftwaffe, commencent à étudier la zone. Ils identifient plusieurs points chauds où les observations sont plus fréquentes, notamment autour du mont Feldberg, dans les vallées proches de Baden-Baden et près de certains lacs reculés. Ces zones sont parfois associées à des interférences électroniques. Certains randonneurs affirment que leur boussole cesse de fonctionner brièvement à proximité de certains secteurs boisés. D'autres rapportent avoir perdu le signal GPS pendant de longues minutes, sans explication technique. Un phénomène encore plus étrange est rapporté par une femme en 2011. Elle affirme avoir vu un triangle noir flotter au-dessus de la cime des arbres pendant une randonnée. L'objet ne faisait aucun bruit, semblait parfaitement immobile, et émettait une légère vibration ressentie dans l'air. Après quelques minutes d'observation, il se serait élevé lentement avant de disparaître à une vitesse fulgurante. Aucune trace, aucun reflet, rien d'autre qu'un silence complet. Certains pensent que ces phénomènes sont liés à des tests militaires secrets. D'autres évoquent des portails énergétiques naturels ou des bases souterraines dissimulées dans les profondeurs de la forêt noire. Les plus hardis vont jusqu'à suggérer que la région abriterait une fenêtre vers un autre plan d'existence. Mais à ce jour, aucune preuve solide n'a jamais été apportée. Aucun radar civil ou militaire n'a formellement enregistré les objets décrits. Les autorités allemandes refusent de commenter les cas, se contentant de rappeler qu'aucune menace aérienne n'a jamais été confirmée. Dans la région de la Rhénanie du Nord-Westphalie, près du village de Buran, se dresse un château au passé aussi sombre que fascinant, le château de Wewelsburg. Ce bâtiment en forme de triangle isocèle, unique en Allemagne, fut bâti au début du XVIIe siècle, mais ce n'est qu'au XXe siècle qu'il entre dans la légende. À partir de 1934, il devient le centre spirituel de la SS, sur ordre direct d'Heinrich Himmler, chef de l'organisation nazie. Himmler, passionné d'occultisme et obsédé par les mythes germaniques, voyait en Wewelsburg le futur Graal spirituel du Reich millénaire. Il fit rénover et renforcer le château selon des plans ésotériques, alignant certaines pièces sur des constellations et des principes de la géométrie sacrée. Il y installa la fameuse salle des chevaliers, un lieu circulaire en pierre noire décoré de 12 piliers représentant les 12 chevaliers de la SS. Mais ce que les visiteurs ignorent souvent, c'est qu'autour du château, dans un rayon de quelques kilomètres, se trouve une zone étrange, surnommée depuis les années 1970 la zone de silence de Wewelsburg. Tout commence avec des témoignages de radioamateurs. Plusieurs d'entre eux, postés dans les environs, affirment que leurs équipements cessent subitement de fonctionner lorsqu'ils approchent du château, même par temps clair. Les signaux s'effacent, les fréquences se brouillent, et les interférences deviennent incontrôlables. Ce ne sont pas de simples parasites, les appareils s'éteignent complètement, parfois même endommagés. Des randonneurs rapportent également des expériences curieuses. Certains racontent que leurs montres ralentissent ou s'arrêtent en traversant certaines clairières autour de Wewelsburg. Des téléphones portables modernes s'éteignent sans avertissement. Les boussoles cessent d'indiquer le nord. Des anomalies que l'on retrouve dans d'autres zones dites magnétiques, mais ici, rien ne semble justifier une activité géologique anormale. En 1994, un géologue amateur réalise des mesures autour du château et détecte un champ magnétique fluctuant, notamment sur la face nord de la forteresse. Les instruments réagissent de manière incohérente, parfois une intensité très faible, puis soudain un pic intense pendant quelques secondes.
Aucune source souterraine ni activité naturelle ne peut expliquer ces variations. Les autorités scientifiques ne donnent pas suite à ces découvertes. Plus étrange encore, plusieurs visiteurs affirment avoir entendu des sons étouffés ou des voix faibles dans certaines parties de la forêt entourant le château, sans que personne ne soit présent. Ces sons ne sont pas localisables, comme s'ils flottaient dans l'air. Certains décrivent une sensation de vide sonore, un silence oppressant dans lequel même les oiseaux se taisent, comme si le monde entier retenait son souffle. Des chercheurs en phénomènes paranormaux, attirés par la réputation occulte du château, suggèrent que Wewelsburg pourrait être situé sur un nœud énergétique, une faille du champ tellurique, voire un point d'interférence entre plans de réalité. D'autres évoquent les expériences secrètes qui auraient été menées dans les souterrains du château durant la guerre. Il est avéré qu'un tunnel part du château vers une salle souterraine baptisée le Centre du Monde par Himmler lui-même. Ce lieu, resté longtemps inaccessible, aurait servi à des rituels d'invocation ou à des tentatives de contact avec des forces anciennes. Aujourd'hui encore, même après rénovation, les phénomènes persistent. Des employés du musée affirment que certains enregistreurs audio ne fonctionnent jamais dans la salle des chevaliers, alors qu'ils marchent parfaitement dans le reste du château. Un guide touristique raconte qu'à 2 reprises, son micro s'est mis à diffuser des chuchotements incompréhensibles alors qu'il était seul à parler. Malgré les explications rationnelles proposées, problèmes techniques, conditions météo, autosuggestion, personne n'a encore trouvé la cause des défaillances systématiques et localisées. Dans le nord de l'Allemagne, nichée sur les rives de la Weser, se trouve une charmante ville médiévale, Hamelin. Connue aujourd'hui pour ses maisons à colombages et ses rues pavées, Hamelin est pourtant le théâtre de l'un des récits les plus troublants de l'histoire européenne. Ce n'est pas une légende ordinaire. C'est une disparition collective, étrange, non résolue, consignée dans des documents historiques, mais jamais totalement expliquée. Un jour de l'année 1284, 130 enfants auraient disparu de la ville, pour ne jamais revenir. L'histoire commence avec la célèbre figure du joueur de flûte. D'après la version la plus connue, un homme mystérieux, vêtu d'un manteau multicolore, arrive à Hamelin alors que la ville est infestée de rats. Il propose aux habitants de les débarrasser de la vermine moyennant une récompense. Les autorités acceptent. L'homme prend alors sa flûte et, en jouant une mélodie étrange, attire tous les rats hors de la ville, les menant jusqu'à la rivière où ils se noient. Mais lorsque vient le moment de le payer, les habitants refusent. Le joueur de flûte, trahi, quitte la ville. Mais il revient plus tard, un 26 juin 1284, cette fois vêtu de vert et portant un couvre-chef rouge. Il joue à nouveau de sa flûte. Mais ce ne sont pas les rats qui l'attirent cette fois. Ce sont les enfants. Selon les chroniques anciennes, 130 enfants de la ville, âgés de 4 ans et plus, le suivent dans les rues, hypnotisés par la musique. Ils quittent les remparts par l'est et ne sont jamais revus. Le plus étrange est que cette histoire n'est pas seulement une légende populaire transmise oralement. Elle figure dans des documents municipaux officiels. Une inscription datant du XIVe siècle retrouvée sur une vitrine de verre dans l'église de Hamelin disait « En l'an 1284, le jour de Saint-Jean et Saint-Paul, le 26 juin, par un joueur de flûte vêtu de toutes les couleurs, 130 enfants nés à Hamelin furent séduits et disparurent à la montagne. » Pendant plusieurs siècles, il n'y eut aucune explication claire. Certains détails persistent dans les archives. Les enfants auraient été vus pour la dernière fois près de ce qu'on appelle aujourd'hui la porte de l'Est. Une maison, appelée la maison du joueur de flûte, fut même construite à l'endroit supposé du départ. À Hamelin, encore aujourd'hui, une rue est pavée sans musique, en souvenir du silence imposé en mémoire des disparus. Mais que s'est-il vraiment passé ? Les historiens ont proposé de nombreuses théories. Certains pensent à une catastrophe naturelle oubliée, comme une épidémie, un glissement de terrain, ou un empoisonnement collectif qui aurait été déguisé en histoire morale. D'autres suggèrent un phénomène de migration forcée, la ville, surpeuplée ou endettée, aurait vendu ses enfants à des seigneurs féodaux de l'Est pour peupler les nouvelles colonies de Transylvanie ou de Silésie. Cette théorie expliquerait la disparition en masse, orchestrée comme une procession. Mais alors, pourquoi un joueur de flûte ?
Pourquoi ce personnage si particulier, vêtu de manière si étrange, et doté d'un pouvoir hypnotique? Pour certains chercheurs en folklore, ce personnage pourrait symboliser la mort, une figure messianique venue emmener les âmes des enfants. D'autres y voient l'écho de pratiques occultes, d'un homme capable de manipuler l'esprit à travers le son, un mage ou un alchimiste itinérant. Une théorie plus sinistre encore évoque un acte collectif de fanatisme religieux, ou un événement traumatique refoulé par la communauté, qui aurait été transformé en conte pour protéger la mémoire ou la conscience collective. Ce qui rend l'affaire d'autant plus troublante, c'est qu'aucun corps, aucune trace, aucun nom d'enfant n'a jamais été retrouvé ou identifié. Les familles auraient été contraintes au silence. La ville a conservé le deuil pendant des siècles. À ce jour, aucune autre ville européenne n'a consigné une disparition collective d'enfants dans ses archives de cette manière. Aujourd'hui, Hamelin vit en grande partie du tourisme généré par la légende. Des spectacles costumés sont organisés dans les rues. Des statues du joueur de flûte ornent les façades. Mais sous l'aspect folklorique se cache toujours une question dérangeante, que personne n'a jamais pu éluder. Qu'est-il réellement arrivé aux 130 enfants de Hamelin? La ville médiévale de Nordlingen, en Bavière, est unique en son genre. Construite à l'intérieur d'un cratère météoritique vieux de 15 millions d'années, elle est encerclée par une muraille parfaitement intacte, avec ses tours, ses portes fortifiées et ses pavés anciens. Au centre se dresse la Saint-Georg-Kirche, une église imposante dont la tour, la Danielturm, offre une vue imprenable sur la région. C'est aussi dans cette église, depuis plusieurs siècles, que résonnent parfois des cloches, qui ne devraient pas sonner. Les habitants les appellent les cloches du diable. La première mention de ce phénomène remonte à 1593, lors d'un hiver rigoureux. Une nuit, les habitants de la ville furent réveillés par un carillon strident, inhabituel, semblant provenir du clocher de l'église. Or, à cette heure-là, les cloches étaient censées rester silencieuses. Lorsqu'un groupe de gardes municipaux se rend sur place, ils découvrent que la porte de la tour est verrouillée de l'intérieur. Lorsqu'ils parviennent à l'ouvrir, ils ne trouvent personne à l'intérieur, et les cloches sont immobiles. Et pourtant, toute la ville les avait entendues sonner. Ce phénomène s'est reproduit à plusieurs reprises au cours des siècles, toujours dans des contextes particuliers, la veille d'un décès mystérieux, avant un incendie majeur, ou juste avant qu'un malheur frappe la ville. On commence alors à parler de cloches prémonitoires, voire maudites. Des prêtres auraient tenté des bénédictions, des exorcismes symboliques. Mais les sons revenaient toujours. En 1807, une famille entière est retrouvée morte dans sa maison, sans cause apparente. La nuit précédente, plusieurs voisins affirment avoir entendu les cloches sonner 3 fois, comme un glas. Ce détail a été noté dans les archives paroissiales. En 1914, le jour même de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, les cloches auraient retenti à midi sans que personne ne les actionne. Le sacristain jure sur sa vie qu'il n'était pas dans la tour. L'Europe basculera dans la guerre quelques semaines plus tard. Des ingénieurs ont tenté d'expliquer ces phénomènes par des causes mécaniques. Un problème de vibration des poutres, des courants d'air, des réactions à des micro-tremblements sismiques. Mais aucune de ces théories ne peut expliquer pourquoi le phénomène se produit toujours la nuit, et toujours en dehors des intervalles de sonnerie prévus. De plus, certains sons captés ne correspondent pas aux tonalités des cloches réelles. Une note plus grave, plus lente, presque inhumaine, aurait été entendue dans certains cas. En 1989, un groupe d'étudiants en parapsychologie de Munich obtient l'autorisation d'installer des enregistreurs audio dans la tour pendant plusieurs semaines. L'un des appareils capte, à 3h17 du matin, un son de cloche isolé, suivi d'un gémissement métallique, comme si le mécanisme entier avait été brièvement tiré, puis relâché. Ce soir-là, un vieil homme du quartier décède d'un arrêt cardiaque dans son sommeil. Aucun lien officiel n'est établi, mais les rumeurs repartent de plus belle. Depuis, les autorités religieuses refusent généralement de parler du phénomène. La cloche principale de la tour, surnommée le Wenglock, la cloche du lion, est régulièrement inspectée, et ne présente aucun dysfonctionnement. Pourtant, certains habitants affirment encore aujourd'hui l'avoir entendue sonner seule, surtout par temps d'orage ou lors des nuits brumeuses.
La croyance locale veut que quand la cloche du diable sonne, quelque chose va mourir. Il peut s'agir d'un homme, d'un animal, d'un bâtiment ou même d'un projet. Certains anciens évitent encore de passer près de l'église la nuit, de peur d'entendre ce glas qui ne vient de personne. Nordlingen reste une ville paisible, visitée pour son architecture unique et sa beauté médiévale. Mais ceux qui connaissent son histoire regardent parfois la tour avec un frisson dans le dos. Car quand les cloches se mettent à parler seules, ce n'est jamais sans raison. En pleine guerre froide, l'année 1952 est marquée par la tension entre l'Est et l'Ouest, la peur de la bombe atomique et l'espionnage permanent entre les deux blocs. L'Allemagne est alors divisée. À l'Est, sous contrôle soviétique, la région de Francfort an der Oder, non loin de la frontière polonaise, vit sous une chape de silence et de surveillance. C'est dans ce climat de méfiance extrême qu'aurait eu lieu un événement que certains appellent aujourd'hui le Roswell allemand. C'est au début du mois de juillet que les premières rumeurs commencent à circuler. Plusieurs habitants de villages entourant Francfort an der Oder rapportent avoir vu, en fin d'après-midi, un objet volant métallique traverser le ciel à une vitesse fulgurante. L'objet ne ressemblait à aucun avion connu. Il avait la forme d'un disque ou d'un cigare, selon les descriptions, et émettait une lueur bleutée légèrement pulsante. Il volait silencieusement, puis soudain, une détonation sourde s'est fait entendre, suivie d'une traînée de fumée noire. L'objet aurait alors chuté en direction d'un bois situé à la périphérie de la ville. Quelques minutes plus tard, des véhicules militaires soviétiques auraient été aperçus fonçant vers la zone. L'accès aurait été bouclé dans l'heure. Des témoins affirment avoir vu des soldats fouiller méthodiquement la forêt, équipés de détecteurs et de caisses à plomb. Plusieurs jours durant, des bruits de creusement, d'explosions contrôlées et même de tirs ont été entendus dans la zone. Puis, comme si de rien n'était, le calme est revenu. Aucune annonce publique n'a été faite. Les autorités locales ont nié l'existence de l'incident. Pourtant, certains témoins affirment que la nuit suivante, un camion militaire bâché aurait quitté la zone, escorté par des motos, en direction d'une base soviétique secrète. L'affaire aurait pu rester à jamais inconnue si, des années plus tard, dans les années 1990, après la chute du mur de Berlin, un ancien militaire est-allemand n'avait décidé de parler. Dans une interview anonyme accordée à un journaliste berlinois spécialisé dans les archives de la Stasi, cet homme affirme avoir vu de ses propres yeux les restes d'un engin non conventionnel, conservé dans un hangar de la base militaire de Jüterbog. Il décrivait une coque argentée, des inscriptions indéchiffrables gravées sur les parois internes, et une odeur étrange, presque chimique, qui émanait de la structure. Selon son témoignage, l'engin aurait été intransportable dans son état initial, car partiellement désintégré. Des pièces auraient été récupérées et transférées en Union soviétique pour analyse. Le reste aurait été enterré dans la forêt, sous un monticule de terre camouflé par des plantations. Le soldat racontait également qu'un corps petit et déformé aurait été trouvé près de la carcasse, mais son sort reste totalement inconnu. Aucune autre source n'a confirmé cette partie du récit. À ce jour, aucune trace officielle de l'incident n'a été retrouvée dans les archives publiques, ni allemandes ni russes. Pourtant, des passionnés d'ufologie ont mené plusieurs expéditions dans les bois entourant Francfort an der Oder. Certains affirment avoir repéré des niveaux anormaux de radiation à certains endroits. D'autres parlent de perturbations magnétiques localisées. En 2003, un chercheur indépendant a recueilli un fragment métallique dans la région, qu'il a fait analyser. Les résultats ont révélé une composition inhabituelle d'alliage, mais aucun laboratoire n'a pu en tirer une conclusion définitive. L'armée russe, interrogée après 1991, a systématiquement nié toute implication. Pourtant, le mystère persiste. Pourquoi une région entière a-t-elle été fermée aussi rapidement ? Pourquoi aucune communication n'a-t-elle été faite à l'époque, même à des fins de désinformation ? Et surtout, qu'est-ce qui a pu tomber du ciel ce jour-là qui justifiait une telle réaction militaire, en pleine zone sensible de l'Allemagne de l'Est ? L'année 1915 est une période de chaos en Europe. La Première Guerre mondiale fait rage, et les Zeppelins, ces immenses dirigeables allemands, sont utilisés pour la première fois comme engins de bombardement.
Londres, Paris, Anvers subissent leurs attaques. Leur présence dans le ciel inspire la peur et la fascination. C'est dans ce contexte que, durant l'automne 1915, un phénomène étrange et inexpliqué se produit dans le ciel de Bavière, et plus précisément aux abords de la ville de Augsbourg. Nous sommes en novembre, à la tombée du jour. Plusieurs témoins rapportent avoir vu un zeppelin massif, silencieux, survoler lentement la ville. À cette époque, les habitants sont habitués à identifier ces appareils. Mais celui-ci est différent. Il ne fait aucun bruit, ne produit aucune ombre nette, et ne dégage aucune fumée. Il semble flotter comme une forme translucide, parfois visible, parfois à peine perceptible, comme s'il oscillait entre deux dimensions. Des soldats stationnés non loin rapportent avoir tenté de suivre sa trajectoire avec des jumelles, mais affirment que la silhouette semblait s'éloigner dès qu'on essayait de la fixer. Un garde affirme avoir tenté de tirer un coup de fusil en l'air, pensant à une menace ennemie. Mais aucune réaction, aucun impact, comme si la balle avait traversé de l'air. Ce qui rend l'affaire encore plus étrange, c'est qu'aucun dirigeable allemand n'était censé survoler cette région à ce moment-là. Les archives militaires consultées après la guerre confirment qu'aucune mission n'était programmée dans ce secteur cette nuit-là. Pire encore, un zeppelin de l'armée impériale, le LZ-44, avait été abattu au-dessus de la mer du Nord 2 semaines auparavant, et selon certains témoins, la forme du zeppelin vu dans le ciel de Bavière correspondait exactement à celui du LZ-44. Dans les jours qui suivent, d'autres habitants signalent des apparitions similaires à des dizaines de kilomètres de là, dans des vallées isolées ou au-dessus de petites villes. Le zeppelin semble suivre une trajectoire irrégulière, comme s'il cherchait quelque chose ou répétait un itinéraire qu'il avait déjà fait. Dans certaines versions, des témoins affirment avoir vu des lueurs bleutées briller depuis la carlingue, comme des lanternes fantomatiques. Des chercheurs en phénomènes aériens inexplicables, qui s'intéressent à l'affaire des années plus tard, notent un détail dérangeant. Sur certains témoignages écrits, les observateurs parlent de symboles visibles sur la coque du dirigeable, mais ces symboles ne correspondent pas à ceux de l'armée impériale allemande, ni à aucun insigne connu de l'époque. Dès lors, plusieurs théories émergent. Certains pensent à une hallucination collective, due à l'anxiété de la guerre. D'autres y voient une rémanence temporelle, un phénomène connu sous le nom de résidu d'événement, où un événement passé se répéterait brièvement dans l'espace, comme une empreinte laissée dans le tissu du réel. Une autre hypothèse, plus obscure, parle d'un zeppelin expérimental disparu en mission secrète et jamais officiellement enregistré, réapparaissant brièvement sous une forme énergétique ou spectrale. Enfin, les plus audacieux évoquent une hypothèse paranormale, celle d'un dirigeable piégé entre les mondes, condamné à errer éternellement dans le ciel d'Allemagne. L'affaire fut très peu médiatisée à l'époque. En pleine guerre, les autorités avaient tout intérêt à éviter de diffuser des rumeurs qui pourraient semer la panique ou miner le moral. Les rapports militaires ont été classés, et beaucoup ont disparu après 1945. Dans les Alpes bavaroises, à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, s'élève une montagne à l'apparence ordinaire, mais au passé chargé de mystère, l'Untersberg. Ce massif rocheux, dont le sommet atteint 1973 mètres, est surnommé par certains la montagne du temps, et par d'autres la porte des mondes. Depuis des siècles, il est le théâtre de disparitions étranges, d'anomalies temporelles, d'histoires de portails et même de liens occultes supposés avec le régime nazi. L'Untersberg est un lieu où le rationnel se heurte à l'inexplicable. Tout commence avec des récits anciens. Au Moyen Âge, on racontait déjà que des bergers disparaissaient dans les grottes du massif pour réapparaître des années plus tard, sans avoir vieilli. D'autres disaient qu'ils revenaient après quelques jours, persuadés de n'être partis qu'une heure. Des moines du XIIIe siècle consignent dans leurs chroniques des récits similaires, parlant de trous dans le temps et de voies dans les montagnes. Mais c'est à partir du XXe siècle que l'Untersberg attire une attention plus sinistre. Des chercheurs affirment que le régime nazi, et en particulier Heinrich Himmler, s'intéressait de très près à cette montagne. Des documents retrouvés dans les archives de la SS évoquent des expéditions menées dans la région. Des soldats auraient été envoyés pour cartographier les grottes, creuser dans les flancs de la montagne, et étudier d'étranges phénomènes électromagnétiques. Selon certaines théories,
une base secrète aurait été construite à l'intérieur du massif, destinée à accueillir des expériences occultes et technologiques liées au Vril, une énergie mystérieuse censée donner accès à d'autres dimensions. Le plus troublant reste que des témoins modernes rapportent des phénomènes identiques à ceux des chroniques anciennes. En 1987, 2 randonneurs allemands disparaissent pendant 3 semaines. Lorsqu'ils sont retrouvés, hagards mais en bonne santé, ils affirment avoir vu des lumières mouvantes dans une grotte et s'être endormis un instant. Ils sont persuadés d'avoir dormi moins d'1 heure. Leurs montres se sont arrêtées au même moment. Une enquête médicale prouve qu'ils n'ont souffert d'aucune privation physique, malgré leur absence prolongée. En 1992, un pilote de parapente affirme avoir été aspiré par un courant thermique inhabituel alors qu'il survolait le sommet. Il perd le contrôle de son appareil et, selon son propre récit, se retrouve dans un état second, voyant le paysage se déformer sous lui. Il parvient à atterrir 60 km plus loin sans savoir comment il a parcouru cette distance. Ses instruments de navigation sont déréglés, et son GPS ne contient aucune trace du trajet. Mais l'histoire la plus célèbre liée à l'Intersberg reste celle de l'ascenseur temporel, un phénomène rapporté dans un livre écrit par un colonel autrichien, qui affirme qu'un de ses soldats a disparu dans une crevasse pendant un exercice. Il aurait été retrouvé 5 jours plus tard, assis calmement sur un rocher, le visage choqué mais indemne. Il n'avait aucun souvenir des jours passés, et ses vêtements étaient secs malgré une pluie intense pendant sa disparition. Ses camarades racontent avoir vu des éclairs sans orage dans la zone au moment de l'incident. Des chasseurs, des alpinistes, des spéléologues rapportent encore aujourd'hui des phénomènes inexpliqués autour de l'Intersberg. Des pertes de mémoire, des dysfonctionnements électroniques, des bruits souterrains étranges semblables à des battements ou à des souffles métalliques. Certains évoquent la présence de portes invisibles dans certaines grottes, qu'on ne peut franchir que sous certaines conditions inconnues. Un explorateur amateur affirme même avoir trouvé une chambre souterraine parfaitement circulaire, avec des murs lisses comme du verre, avant d'être subitement rejeté à l'extérieur par une force invisible. Ce lieu a inspiré des romans, des enquêtes, des documentaires. Même le Dalai Lama, lors d'un passage à Salzbourg, aurait déclaré que l'Intersberg est le cœur spirituel de l'Europe. Alors qu'il semble n'être qu'une montagne parmi d'autres, l'Intersberg continue de défier la logique. Discrète, silencieuse, elle abrite peut-être sous sa roche des secrets plus anciens que l'histoire humaine elle-même. Et pour ceux qui s'y aventurent seuls, elle pourrait bien ne pas rendre le temps qu'elle a volé. Perdu dans la campagne bavaroise, à quelques kilomètres de Ratisbonne, se dresse le château de Wolfsegg, une imposante bâtisse médiévale construite au XIIIe siècle. Entouré de forêts profondes et de champs vallonnés, le château semble à première vue paisible, presque romantique. Mais derrière ses murs épais et ses fenêtres étroites se cache l'un des lieux les plus hantés d'Allemagne, selon les récits qui ont traversé les siècles. Le château fut construit vers 1280 par la famille von Labbé, une lignée noble influente dans la région. L'élément central de l'histoire remonte au XVe siècle, lorsqu'un membre de la famille, Ulrich von Labbé, épouse une femme du nom de Clara. Peu de temps après leur union, des rumeurs commencent à circuler. Clara aurait eu une liaison avec un marchand local, ce qui, à l'époque, constitue une offense mortelle à l'honneur d'un noble. Ulrich, furieux, aurait ordonné l'assassinat de sa propre épouse, faisant exécuter secrètement son amant, puis Clara elle-même. Selon certaines versions, elle aurait été étranglée dans l'une des chambres du château. D'autres racontent qu'elle aurait été emmurée vivante dans une pièce secrète, criant jusqu'à son dernier souffle. Peu après sa mort, les serviteurs et les habitants du château commencent à rapporter des phénomènes étranges, des gémissements dans les couloirs, des bruits de pas la nuit, des pleurs venant des murs, des objets déplacés sans explication. On commence alors à parler de la « Dame Blanche de Wolfsegg ». Ce spectre serait apparu pour la première fois de manière visible à un prêtre en 1520. Il affirme avoir vu une femme vêtue d'un voile blanc flotter dans la cour intérieure avant de disparaître à travers une porte verrouillée. Depuis, les témoignages se sont multipliés. Dans les archives locales, on recense plus de 40 apparitions documentées au fil des siècles. Le plus frappant est que toutes les descriptions sont identiques, une silhouette féminine,
mince, vêtue de blanc, les mains jointes, souvent silencieuse, parfois accompagnée d'un parfum de violette. Certains affirment qu'elle apparaît dans les chambres du Nord à l'aube, d'autres disent l'avoir vue sur les remparts, contemplant la vallée, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Dans les années 1920, une famille autrichienne achète le château et tente d'y vivre. Très vite, ils abandonnent les lieux, expliquant que leurs nuits sont hantées par des chuchotements et des apparitions brèves, accompagnées d'une sensation écrasante de tristesse. Un des enfants aurait été retrouvé en état de choc, murmurant que la dame du mur voulait sortir. Des fouilles entreprises dans les années 1950 mettent au jour une petite pièce murée, contenant des ossements humains partiels. Aucun registre officiel ne permet d'identifier ces restes. Dans les années 1980, des parapsychologues allemands s'intéressent au château. L'un d'eux, Hans Ritter, passe 3 nuits dans la tour ouest. Lors de la deuxième nuit, il enregistre des voix faibles sur bande, dont une phrase répétée plusieurs fois, « Je n'étais pas coupable ». Le chercheur, pourtant sceptique à l'origine, quitte le projet quelques semaines plus tard, disant que certains lieux ne veulent pas être compris. Encore aujourd'hui, le château de Wolfsegg est accessible au public. Mais certains guides refusent d'y faire des visites en soirée. Les autres racontent que les lampes s'éteignent sans raison, que les téléphones se déchargent mystérieusement, et que des visiteurs se sentent soudainement pris d'un malaise intense en franchissant certaines portes. La légende de Clara, la Dame Blanche, demeure. Aucun historien n'a pu prouver formellement son existence, mais aucun n'a pu l'écarter non plus. Et chaque génération qui visite le château semble y laisser un témoignage supplémentaire. Parmi les murs froids de Wolfsegg, quelque chose veille, patiemment, silencieusement. Peut-être une âme trahie, ou simplement une mémoire si forte qu'elle refuse d'être oubliée. La ville de Freiburg im Breisgau, nichée au pied de la forêt noire dans le sud-ouest de l'Allemagne, est connue pour son climat agréable, son université réputée et ses paysages verdoyants. Mais en novembre 1974, une rumeur s'est propagée dans les rues et sur les collines qui entourent la ville. Une rumeur étrange, inquiétante, que peu osaient croire à voix haute. 3 étudiants, partis faire une randonnée à la lisière de la forêt noire, seraient revenus terrorisés, affirmant avoir vu une créature ailée, d'apparence humanoïde, dont les caractéristiques défient toute classification scientifique. L'incident aurait eu lieu non loin du Schwarzland, un sommet souvent prisé des randonneurs. Les 3 jeunes hommes, étudiants en biologie à l'université de Freiburg, avaient décidé de passer la journée à explorer un ancien sentier forestier peu utilisé, longeant d'anciennes mines d'argent abandonnées. Le jour était brumeux, froid, avec une lumière grise filtrée par les sapins. Vers 15 heures, alors qu'ils marchaient près d'une clairière déserte, ils entendent un bruit étrange, un battement sourd semblable à celui d'ailes gigantesques. Ils s'arrêtent, pensant à un rapace, mais ce qu'ils voient quelques instants plus tard dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Une silhouette sombre, d'au moins 2 mètres de haut, surgit des arbres. Elle se tient debout, semble posséder une forme vaguement humaine, mais son corps est recouvert de plumes noires et mates, et ses yeux, rouges, brillent d'une lueur fixe. 2 ailes immenses se déploient dans son dos. L'un des témoins jure avoir vu la créature léviter légèrement au-dessus du sol, comme portée par une force invisible. Les 3 jeunes prennent la fuite en courant, glissant sur les feuilles humides, perdant leur sac à dos et une carte topographique. Lorsqu'ils parviennent à regagner la route forestière, ils croisent un forestier à qui ils racontent leur histoire. Ce dernier, bien que sceptique, signale l'incident à la police locale. Le rapport est enregistré, mais l'affaire est classée comme une crise de panique collective, probablement causée par la fatigue ou la peur d'un animal sauvage. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Quelques jours plus tard, le même forestier découvre des traces inhabituelles dans la boue près du lieu supposé de l'observation. Elles ne ressemblent ni à des empreintes humaines, ni à celles d'un oiseau. On y distingue une forme ovale allongée, avec des griffes à l'arrière, et une profondeur anormalement marquée, comme si quelque chose de très lourd avait marché là, sans s'enfoncer de manière régulière. Le rapport est transmis, mais il disparaît rapidement des archives. Au fil des années, d'autres témoignages émergent. Un cycliste affirme avoir vu, en 1982, une forme ailée planer au-dessus d'une colline voisine, sans bruit, avant de disparaître dans les nuages.
En 1996, une femme en randonnée avec son chien aurait aperçu deux yeux rouges brillants dans les bois, à hauteur d'homme, sans que sa lampe frontale ne parvienne à éclairer une forme distincte. Le chien, pourtant habituellement calme, aurait reculé en gémissant. Des chercheurs indépendants en cryptozoologie ont commencé à appeler cette entité le manvogel, littéralement l'homme-oiseau de la forêt noire. Certains le comparent au mothman américain, apparu aux États-Unis dans les années 1960. D'autres pensent à une créature interdimensionnelle, un visiteur passager. Les plus rationnels avancent la possibilité d'un oiseau de proie atteint de difformité ou d'un canular élaboré, mais aucun élément concret ne permet de confirmer l'une ou l'autre hypothèse. Fait étrange, plusieurs anciens habitants du coin évoquent des légendes très anciennes liées à des gardiens ailés de la forêt, protecteurs ou annonciateurs de malheur. Certaines archives religieuses du XVIIIe siècle mentionnent l'apparition d'un démon noir ailé aperçu par des ermites près des mines abandonnées. Aujourd'hui encore, les alentours du Shoansland attirent les curieux et les chasseurs de mystères. Mais la zone exacte de l'incident de 1974 reste difficile à localiser, comme si elle avait été délibérément effacée de certains plans. Aucun des trois témoins initiaux n'a jamais voulu donner une interview publique. L'un d'eux aurait quitté la région peu après, refusant d'évoquer le sujet, même avec ses proches. En 1983, la ville de Munich, capitale de la Bavière, est à son apogée culturel et économique. Rien, dans le rythme ordonné et dynamique de cette ville, ne semblait pouvoir laisser place à une histoire étrange. Et pourtant, durant une période de quelques semaines, des événements perturbants se produisent, signalés par des citoyens ordinaires, des commerçants, et même des policiers. Ils parlent tous de la même chose, des doubles. Des copies parfaites d'eux-mêmes, croisées dans la rue, dans les transports, ou même dans leur propre immeuble. Le premier rapport documenté provient d'une femme de 46 ans, employée de bureau, qui se rend au commissariat de Maxvorstadt début février 1983. Elle affirme avoir vu son propre double dans une rame de métro à la station Odeonsplatz. La personne portait les mêmes vêtements, la même coiffure, et tenait le même sac à main. Mais ce qui l'a profondément bouleversée, c'est que ce double la regardait avec insistance, avec une expression neutre, avant de descendre sans un mot à la station suivante. Les policiers, d'abord sceptiques, enregistrent son témoignage. Quelques jours plus tard, un homme d'affaires appelle la police depuis son bureau, en état de panique. Il dit avoir vu un homme identique à lui, costume, montre, même tache de naissance, entrer dans un restaurant où il déjeune régulièrement. Il le suit brièvement, mais le perd de vue. Lorsque les caméras de sécurité sont examinées, deux hommes apparaissent brièvement à l'entrée, puis un seul reste visible dans les minutes suivantes. Les images sont floues, presque distordues. La presse locale commence à évoquer le syndrome du double. Les témoignages se multiplient. Un adolescent affirme avoir vu son double traverser la rue devant lui, le regard vide. Une infirmière voit son sosie debout devant l'entrée de l'hôpital, alors qu'elle n'a jamais quitté son poste. Dans un cas particulièrement troublant, un homme raconte être rentré chez lui et avoir trouvé son double assis dans son salon, calme, impassible. Pris de panique, il quitte l'appartement, appelle la police, mais lorsque les agents arrivent, il n'y a personne d'autre dans l'appartement. Rien n'a été déplacé. Pourtant, il insiste, ce n'était pas un rêve. Je me suis vu. Il m'a regardé comme s'il me connaissait depuis toujours. Des psychiatres consultés à l'époque évoquent le phénomène du doppelganger, un terme allemand signifiant double qui marche à côté, utilisé depuis des siècles pour décrire la vision surnaturelle ou psychologique d'un soi-même. Selon la tradition germanique, voir son propre double est un présage de mort ou de grands bouleversements. Mais ce qui distingue l'affaire de Munich, c'est le nombre et la cohérence des témoignages, enregistrés sur une période d'environ 6 semaines, tous concentrés dans un périmètre de quelques kilomètres au centre-ville. Une enquête discrète est menée par un groupe universitaire de psychologie expérimentale. Leurs conclusions, publiées sous forme anonyme, indiquent que les témoins n'étaient pas psychotiques, et que les rencontres semblaient réelles et indépendantes les unes des autres. Un détail troublant apparaît dans plusieurs témoignages, les doubles semblent ne jamais parler. Ils regardent fixement, suivent du regard,
parfois imitent un geste du témoin, mais ils ne s'expriment jamais. Comme des projections silencieuses. Des miroirs incarnés. À la fin du mois de mars 1983, les apparitions cessent aussi mystérieusement qu'elles ont commencé. Aucun incident de ce type n'est rapporté dans les mois suivants. L'affaire est vite oubliée, reléguée à des hallucinations collectives ou à des coïncidences vestimentaires. Pourtant, certains chercheurs indépendants en phénomènes inexpliqués continuent de s'y intéresser. L'un d'eux, un philosophe allemand du nom de Klaus Ehrenberg, avance une théorie selon laquelle la ville de Munich aurait brièvement connu une faille temporelle, ou un chevauchement de plans de réalité, permettant à certaines personnes de croiser leur propre version alternative. Il parle d'un point de superposition psychique, une manifestation rare et momentanée de la conscience. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.